Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super malade encore, donc je m'en excuse d'avance les amis, j'espère que ça va pas trop vous déranger tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui on va aborder une histoire qui m'a complètement choquée et qui date maintenant d'il y a 9 ans puisque cette histoire date de 2015, enfin elle a débuté en 2015. J'ai découvert je crois cette histoire sur un TikTok ou sur une vidéo courte en tout cas sur les réseaux sociaux et ça m'avait déjà choquée mais je m'étais jamais intéressée plus que ça à cette histoire. Et donc comme vous avez pu le voir sur la miniature, sur le titre, on va donc parler de l'histoire de Prichard Colon, qui était un boxeur professionnel et qui a perdu toutes ses capacités, qui est plus du tout autonome aujourd'hui et qui a eu tout simplement un destin ultra tragique. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner, surtout si c'est pas la première fois que tu te retrouves sur mes vidéos, c'est très important pour moi et n'hésite surtout pas aussi à poser un petit like ou à passer dans les commentaires, me donner ton avis ou me faire un petit coucou. Et on est parti pour cette histoire. Prichard Colon est né le 19 septembre 1992 en Floride et depuis tout petit déjà, Prichard a toujours eu l'envie de devenir un boxeur professionnel et d'être vraiment une star mondiale. À l'âge de 10 ans, ses parents, donc Richard et Nieves Colon, se séparent. Sa mère reste alors en Floride avec son frère aîné et lui part à Porto Rico avec son père et sa petite sœur. Et c'est là-bas qu'il a l'ambition de commencer donc sa carrière de boxeur amateur et de représenter Porto Rico. Colon commence sa carrière amateur à l'Albergue Olímpico, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit. Son père commence à l'entraîner alors sérieusement et sa mère le décrit à ce moment-là comme étant quelqu'un de battant, qui se plaint jamais et qui travaille vraiment dur pour arriver à ses objectifs. Au cours de sa carrière amateur, Colon s'est fait connaître en remportant 5 championnats nationaux dans sa division. Il a également remporté la médaille d'or au championnat panaméricain junior 2010 dans la catégorie des 64 kilos. Il a combattu aux Jeux pré-olympiques du Brésil pour avoir un laissez-passer pour les JO de 2012 à Londres, mais il a perdu contre le combattant vénézuélien Gabriel Mestre au 3e tour. C'est alors en 2012 que Prichard va décider de se lancer dans une carrière professionnelle, cette fois-ci de boxeur, et ça va vite prendre parce que Prichard est vraiment très doué sur le ring. De début 2013 à fin 2015, Prichard va avoir 17 matchs et va en gagner 16. Il va en perdre un en étant disqualifié et ce sera le fameux match où sa vie va complètement basculer. Le 17 octobre 2015, en Virginie, il va avoir donc lieu un match contre Prichard Colon et Terrell Williams, qui est alors 8 ans plus âgé que lui et qui est aussi un très bon boxeur. Ce combat n'était pas prévu de base et donc c'est vraiment de dernière minute qu'ils vont s'affronter tous les deux. Lors de la première partie, Prichard va clairement dominer le match et va clairement être meilleur que Williams. Sauf que durant le match, Williams va le taper derrière la tête plusieurs fois, chose qui est interdite parce que c'est de cette façon qu'on fait en fait un coup du lapin. Donc c'est quand le cerveau est tapé en avant et puis revient violemment en arrière. Et c'est aussi une posture de la tête quand on est en flexion comme ça. C'est une région qui est la moins sécurisée, disons, parce que c'est là que se fait la flexion. Et donc c'est ici, pile poil, que c'est le plus dangereux de taper sur la tête. Et surtout qu'on voit pas arriver le coup, donc vraiment on peut pas l'anticiper. Donc c'est un coup qui est interdit pour les boxeurs. Et Williams a plusieurs fois tapé à cet endroit-là Prichard au moment du match. Prichard va se plaindre de ses coups auprès de l'arbitre Joey Cooper, qui lui répondra tout simplement occupant l'air de dire « c'est pas mon job, va combattre contre William ». Prichard va commencer à s'agacer au fur et à mesure du temps et il va finir par lui foutre un coup de poing en dessous de la ceinture. Williams va s'étaler à terre et on va voir vraiment qu'à ce moment-là, il va devenir ultra violent dans ses propos, qu'il va vraiment s'énerver, qu'il va lui faire un geste très menaçant et qu'il va continuer à lui mettre des coups ultra violents derrière la tête comme pour l'achever. Colon va tomber une première fois à terre, va tomber au tapis et c'est la première fois apparemment que ça lui arrive tout au long de ses 17 matchs. Il s'était jamais pris un KO comme ça à terre. En se relevant, il va aller voir son médecin, le médecin donc, qui est attribué, chaque match il y a un médecin qui est attribué. Là c'était Richard Ashby et il va aller voir ce docteur en disant qu'il a super mal à la tête, que sa vision est un peu troublée, qu'il a mal quoi, qu'il a vraiment mal à la tête. Le médecin va lui prendre la tête comme ça, il va essayer d'interagir, il va planter ses yeux dans les siens, il va en déduire que Colon est toujours présent et qu'il y a rien de grave, que c'est normal d'avoir mal à la tête après un coup, que c'est ça la boxe et que Prichard est capable de retourner, surtout que Prichard apparemment lui avait dit qu'il se sentait capable de retourner au match. Williams va encore le taper derrière la tête 2 fois, Prichard va encore tomber au tapis
et à ce moment-là, il y a le cutman. Donc le cutman, c'est les personnes qui travaillent dans les coins et qui s'occupent, eux, de checker un peu les blessures entre les rounds et avoir un œil en fait sur les combattants. Et le cutman qui était présent ce jour-là va alors enlever les gants de Pritchard, ce qui va disqualifier Pritchard, parce que normalement on peut pas enlever les gants pendant un match. Et cet homme va dire qu'il voyait bien qu'il avait trop mal à la tête et qu'il commençait à être complètement étourdi et incohérent. La maman de Pritchard va alors lui demander comment il se sent et il va tout simplement répondre: maman, je ne vois plus rien. Ils vont rentrer au vestiaire avec la famille et là Pritchard va commencer à vomir et puis à tomber de la chaise sur laquelle il était assis, à tomber dans son vomi. Et c'est à ce moment-là enfin qu'il va être emmené en urgence à l'hôpital. Là ils vont faire des examens ultra urgents aussi et ils vont découvrir un hématome sous-dural. Donc c'est en fait un vaisseau du cerveau qui se sectionne et qui va saigner dans le cerveau. Et donc sur la partie gauche, il me semble, il va y avoir en fait une hémorragie cérébrale. Donc le cerveau va être noyé dans son sang, apparemment sur une épaisseur de 1,5 cm, ce qui est énorme. Et donc il va être opéré d'urgence, on va lui ouvrir le crâne, on va lui enlever donc cette hémorragie et gérer cette hémorragie pour que son cerveau ne soit pas compressé. Mais c'était trop tard et Pritchard va tomber plus de 7 mois dans le coma. Il va finalement finir par se réveiller, mais dans un état complètement végétatif. Donc ça veut dire qu'il était capable absolument de rien du tout, seulement de respirer, mais c'est tout. Même pour tousser, apparemment, il avait besoin que sa mère soit présente parce qu'il avait des risques de s'étouffer, etc., etc. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'était un état végétatif totalement. Ses parents vont alors partager énormément d'informations sur Pritchard durant toutes les années. Sur les réseaux sociaux, on voit que c'est très 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 compliqué. On reconnaît même plus la personne. Enfin pour moi c'est même deux personnes différentes parce que il est complètement absent. Ses parents ne se sont pas remis ensemble, mais son père est revenu auprès de sa mère pour s'en occuper tous les jours parce qu'ils expliquaient bien que Pritchard avait besoin de soins pour tout faire tous les jours. Les médecins leur ont clairement dit de n'avoir aucun espoir quant à l'évolution de leur fils. C'est le genre de récupération qui dépend vraiment de chacun en fonction de l'accident, des dégâts, du suivi de la récupération. Donc vraiment, c'est une évolution extrêmement incertaine et peut-être que ça n'évoluera jamais. Au fil des années, on peut voir que Pritchard évolue malgré tout lentement mais positivement. Il arrive à communiquer et à effectuer quelques petits mouvements, ce qui est quand même très positif. Quand je vois toutes ces vidéos, je me rends compte à quel point je le reconnais pas en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment deux personnages différents et que le destin a vraiment été abominable avec lui. Ses parents sont très très croyants, sa mère dit que c'est grâce à ça qu'il s'est réveillé, mais c'est vrai que moi, dans ce genre de moment, je me dis toujours, si j'étais croyante, je pense que je perdrais justement toute la foi parce que on se demande vraiment pourquoi Dieu aurait réservé un tel destin à Pritchard, parce que vraiment, il avait 23 ans et ce qu'il a vécu est vraiment très tragique. Les parents de Pritchard ont intenté une action en justice en 2017 pour réclamer 50 millions de dollars pour faute médicale lors du match, en disant qu'ils avaient besoin de cet argent pour tout ce qui était soins intensifs qui allaient devoir être là tout au long de la vie de Pritchard. Dans cette histoire, beaucoup d'éléments sont pas du tout ok et la famille de Pritchard et même le public, le grand public, était et est toujours, à mon avis, complètement sidéré par cette histoire et par le fait que ça ait à ce point-là dégénéré et qu'il n'y ait pas eu plus de cadres et de règlements. La plainte a été déposée devant la Cour suprême du district de Columbia, allègue une faute professionnelle médicale de la part du docteur Richard Ashby pour ne pas avoir agi lorsque Colon a indiqué à plusieurs reprises qu'il avait mal à l'arrière de la tête et pour ne pas avoir arrêté le combat. L'avocat des Colon, donc Harry Casper, a déclaré: lorsque vous entendez des étourdissements et des douleurs à l'arrière de la tête après un traumatisme, vous envoyez le patient à l'hôpital. Il y a une raison accrue de s'inquiéter parce que vous savez qu'il va être frappé à la tête pour le reste du combat, ce qui est complètement vrai. J'ai fait beaucoup de recherches concernant le procès pour savoir finalement ce qui avait été jugé de ce procès. Il y a eu une première partie, je sais pas trop comment on appelle ça, une première partie du procès ou une première plainte, un premier jugement, qui disait que le juge rejetait les requêtes des demandeurs, donc de la famille des Colon. La maman de Pritchard attend toujours la suite, mais il n'y a jamais eu de suite à ce procès. En tout cas, en 2019, elle disait que de la vie de sa maman, il y aurait jamais de suite, et en 2024, je n'ai rien trouvé en termes de mise à jour de ce procès, ce qui est très étonnant, parce que clairement, sans aide financière, en tout cas,
comment en fait, comment gérer ce genre d'accident, parce que ça doit coûter des frais immenses. Et ok, il y a l'énergie des parents qui ont à mon avis plus du tout de vie parce que toute leur vie est consacrée à leur fils, mais au-delà de ça, les soins doivent coûter à mon avis des milliers d'euros par mois, et c'est vrai que sans aide, ça me semble juste impossible, inenvisageable, surtout si les parents travaillent plus du coup. Donc je trouve ça vraiment très curieux, mais j'ai vraiment rien trouvé au jour d'aujourd'hui qui parlait d'un nouveau procès ou d'argent versé à la famille des colonnes. Dans les différentes enquêtes qui ont été faites, alors de ce que j'ai lu, c'est des enquêtes qui sont pas officielles, mais je pense qu'il y a quand même eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites à plusieurs niveaux dans les différentes organisations. Ils disent en gros que le médecin, c'est pas vraiment de sa faute parce que les symptômes de Pritchard à ce moment-là étaient un mal de tête, une vision un peu floue, et que apparemment, quand on se fait taper sur la tête plusieurs fois, c'est des symptômes qui sont présents, et que ça ne voulait pas forcément dire que la situation devenait grave, et que finalement, quand il a interagi avec Pritchard, il voyait que le regard de Pritchard était toujours présent, et que du coup, il n'a pas du tout vu de signaux d'hémorragie cérébrale à ce moment-là. L'arbitre n'a eu aucune représaille à ce moment-là, et ça franchement, je comprends toujours pas comment c'est possible, parce qu'il a quand même permis des coups qui étaient interdits. S'ils étaient interdits, c'est qu'il y avait une raison que ce soit interdit, et donc je trouve ça fou qu'il soit passé dans les mailles du filet et qu'il ait eu absolument rien. Enfin, en tout cas, je n'ai rien trouvé concernant l'arbitre. Il y a même encore des pétitions qui tournent sur internet, ça date de 2015, donc ça fait 9 ans cette histoire. Pour moi, franchement, un coup interdit dans n'importe quel sport en fait, mais surtout à la boxe, parce que je trouve que c'est un sport quand même extrêmement violent. Pour moi, un coup interdit est un coup interdit. Tu mets un coup interdit, c'est intolérance zéro, c'est disqualification, c'est tout. Le match se finit là. Et je comprends pas comment Williams a pu mettre plusieurs coups interdits à Pritchard sans que de points lui soient enlevés ou que le match soit fini ou qu'il soit disqualifié. Et si vous vous rappelez, à un moment donné, Pritchard a mis un coup dans les parties intimes de Williams, et à ce moment-là, Pritchard avait perdu 2 points parce que c'était aussi un coup interdit et que Williams avait été au tapis et qu'il avait perdu 2 points pendant ce match. Chose qui n'a pas été à l'inverse alors que c'était également un coup interdit. Donc c'est vraiment très bizarre, et je trouve que la gestion est catastrophique, et que le médecin, que l'organisation de ce match, que l'arbitre, pour moi, doivent tous être poursuivis, et qu'il faut des dommages et intérêts à la famille Colonne. Je trouve que c'est vraiment la base qui aurait dû se passer juste après cet accident. Surtout que, comme l'a dit justement, très justement même, l'avocat des Colonnes, c'est un coup interdit, il l'a fait plusieurs fois. Pritchard s'est plaint alors que apparemment c'était quelqu'un qui se plaignait jamais de quoi que ce soit. Surtout quand t'es boxeur, tu sais que tu vas en prendre plein la gueule. Donc si t'es boxeur et que tu te plains au premier coup, ça va pas. Enfin, je vois pas ce que tu ferais là. Donc d'autant plus la plainte était importante à ce moment-là. Et en plus de ça, comme l'a dit l'avocat, le médecin, tout le monde savait qu'il allait encore en prendre plein la gueule. Donc en fait, il y avait beaucoup trop de raisons lors de ce match d'arrêter ce match beaucoup plus tôt que ce qui a été fait. Le gouverneur de Virginie ainsi que le DPOR, donc le département de réglementation professionnelle de l'État de Virginie, ont fait d'ailleurs la sourde oreille à propos de cette histoire, ce qui était aussi très bizarre. Ils disaient tout simplement que c'était la faute de personne et que c'était un peu les risques de ce sport, et que il n'y avait pas de contrat ou de réglementation qui disait que c'était la responsabilité d'un tel ou un tel lors de ce genre d'accident, et que du coup c'était la responsabilité de personne, le médecin aurait pas pu savoir. Voilà, l'arbitre, il y a pas d'excuse, j'ai pas trouvé d'excuse, donc je sais pas comment ils ont pu justifier ça, mais en gros ils ont fait la sourde oreille et il y a pas eu de suite à cette histoire quoi. Moi je trouve ça complètement dingue. Terrell Williams, lui, il a pris une pause de 2 ans après cet accident, et il a fait quelques matchs encore, donc en 2017, et il s'est complètement arrêté en 2019, donc on n'a plus trop de traces de lui. Les seuls réseaux sociaux qu'il a, c'est son Facebook qui date de 2013 il me semble, et il reçoit énormément de harcèlement encore aujourd'hui. Toutes les semaines il y a énormément de commentaires de personnes qui viennent sur ses réseaux sociaux pour lui reparler de cette histoire. Il a fait une interview il y a quelques années, je pense que c'était en 2017, où il a déclaré: je prie pour Pritchard tous les jours, cela ne changera jamais, je lui souhaite de la paix et de la santé. Personne ne veut que ce qui est arrivé à Pritchard arrive à qui que ce soit. Tous les boxeurs sont frères et je ne ferai jamais de mal intentionnellement à quelqu'un comme ça. Honnêtement, je n'ai plus jamais voulu me battre après ce combat. Je comprends et je sais que je n'ai rien fait de mal ce soir-là. Pritchard était un jeune homme promis à un brillant avenir qui allait apporter de bonnes choses au monde. Cela a été difficile pour moi. En vrai, avec ce que j'ai lu, je pense vraiment qu'il s'en veut aujourd'hui, surtout qu'il a l'air croyant, etc., etc. Après, je pense aussi clairement qu'il était extrêmement énervé lors de ce match, et que quand il dit « je n'ai jamais voulu faire de mal à quiconque », alors qu'il mettait
des coups si violents. J'ai un peu du mal à le croire, en toute honnêteté. Après, je pense que ça ne vaut pas non plus que le mec soit encore harcelé tous les jours, 10 ans après cette histoire. Il a fait de la merde. Je pense qu'il s'en veut énormément, mais je pense aussi que c'était surtout le rôle de l'arbitre et du médecin de connaître les réglementations et de connaître aussi la dangerosité de ce mouvement. Peut-être que Terrell Williams frappait sans savoir ce qu'était ce fameux coup du lapin, sans savoir quels étaient les dangers, sans savoir que ça allait à ce point-là partir en cacahuète. Et donc, je pense qu'il était beaucoup trop énervé, je pense qu'il voulait lui faire mal, mais je pense pas qu'il voulait lui faire autant de mal. Et donc, je le crois quand il dit qu'il prie pour lui tous les jours et qu'il s'en veut. D'ailleurs, je pense que si c'était le plus gros des enfoirés, il continuerait à combattre tous les jours. Là, il a complètement arrêté. Donc, c'est un peu signe aussi de regret et de culpabilité, je pense. Voilà donc pour l'histoire de Pritchard Colon. Moi, cette histoire m'a complètement marquée, ça m'a retourné l'esprit et franchement, j'ai lâché quelques larmes pendant la documentation pour cette vidéo. C'est un destin terriblement triste et quand je le vois avant les vidéos et maintenant, je me dis que mais c'est un drame absolu et je me demande aussi surtout, est-ce qu'il est conscient dans sa tête? Est-ce qu'il est diminué intellectuellement ou est-ce qu'il sait parfaitement ce qui lui est arrivé et comment il est aujourd'hui? J'espère pour lui qu'il est diminué dans sa tête parce que s'il a conscience de son état actuel et de comment il était avant, à mon avis, ça doit le rendre complètement malade et terriblement triste. Donc j'espère au moins qu'il a pas trop conscience et qu'il se sent bien physiquement et qu'il est heureux avec la famille qui l'entoure parce que j'ai l'impression que sa famille l'entoure énormément, qu'ils sont aux petits soins avec lui et qu'il y a beaucoup d'amour autour de lui. Donc je lui souhaite quand même d'être un minimum heureux. Donc voilà, dites-moi un petit peu en commentaire si vous connaissiez cette histoire, si vous avez déjà vu des vidéos passer sur les réseaux sociaux, ça m'étonnerait pas. Et ce que vous en pensez aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à vous abonner si cette histoire vous a plu. J'ai plein d'autres histoires, d'autres personnalités déjà dans mes vidéos, mais si vous avez une envie particulière, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire aussi. Donc voilà, moi je vous laisse ici, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.